Alors sur ce chemin de Compostelle 2024, il n'y a pas beaucoup d'occasions de filmer. Les étapes sont vraiment longues, elles sont fatigantes. On essaie de se dépasser nous-mêmes, les uns les autres, pas parce que c'est un esprit de compétition, évidemment, pas parce qu'on a prévu d'arriver avant telle date, de battre tel record, mais c'est l'idée de se pousser. L'idée de se pousser qui est également la mienne avec les médias sur lesquels j'investis du temps. C'est la recherche de la vérité, c'est l'implication totale dans ce qui est entrepris. Et donc c'est la même chose sur le chemin de Compostelle, c'est comment véritablement se pousser soi-même, reprendre finalement un certain nombre de contrôles de son corps, mais en même temps le corps ne ment pas, donc on peut pas faire des centaines de kilomètres tous les jours, on peut pas marcher tous les jours, même si depuis le début du pèlerinage, on a marché absolument tous les jours, en tout cas pour un certain nombre de membres. C'est compliqué, vous savez, c'est comme dans Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, eh bien les routes se rejoignent, les routes se séparent, mais c'est tout à fait normal et c'est même souhaitable, puisqu'on n'a pas tous, dès le début, les mêmes possibilités, les mêmes envies, les mêmes raisons de faire ce chemin, et ça, ce sont des choses qui ne sont pas forcément faciles à partager. Sinon, j'essaie de continuer au plus à répondre à des demandes d'interview, même si je peux pas répondre à la plupart, en particulier Karl, ou des grandes télés russes qui ont besoin d'avoir une qualité d'image supérieure. Je regrette parce que l'actualité est vraiment très forte et j'aime évidemment pouvoir donner mon analyse et mon point de vue, surtout quand elle m'est demandée de façon répétée. Donc je vais voir comment réussir à m'organiser plus pour le faire au cours des prochains jours. Là, c'était une nuit sous tente. On est une étape avant d'arriver à Saintes et on est environ une semaine avant d'arriver à Bordeaux, où une conférence est prévue le dimanche 1er septembre. Donc je parlerai plus des détails, mais à Bordeaux, je ferai une conférence le 1er septembre. C'est ma première conférence sur le chemin. Éventuellement, il y en aura d'autres. Et il y aura également la possibilité de m'acheter du miel, puisque j'aurai du miel à Bordeaux avec toujours les mêmes pots ciselés. Donc j'essaie de trouver un angle sympa pour filmer, mais en réalité c'est pas très important. Hier j'ai accepté une interview pour un média russe, donc c'était une interview sur Zoom. Au début j'ai pas tout de suite eu le réflexe d'enregistrer, donc il manque quelques minutes, mais je vais vous en parler là dans cette introduction. Et c'était au sujet de finalement la mise en place d'une dictature en Union européenne et en particulier en France, qui est devenue finalement le leader de l'empire du mensonge et de l'empire du mal, puisque évidemment aux États-Unis, avec le premier et le second amendement, il ne se permettrait pas d'avoir une attitude aussi caricaturale que l'ont la France, et finalement également au niveau de l'Union européenne, les Français, puisque c'est Thierry Breton qui s'est quelque part dévoilé, démasqué avec sa lettre à Elon Musk, faisant un chantage pour essayer de le contraindre à ne pas faire son émission avec Donald Trump. De toute façon, les choses sont de plus en plus claires. On a une Union européenne et en particulier une France qui ne veulent que censurer, que faire peur, que faire un chantage permanent. Ça avait commencé depuis longtemps avec des lois pour interdire de parler de certains sujets. Puis maintenant, c'est véritablement de pire en pire et il nous empêche de disposer d'outils avec lesquels on pourrait le faire. Tout ce qui est pornographie, pédopornographie, etc., ça ne pose aucun problème, mais dire la vérité sur le Covid, dire la vérité sur l'Ukraine, dire la vérité sur Gaza, et en particulier sur Gaza,
puisqu'on voit que c'est là le pire problème. Alors ça n'est pas acceptable par la France, par Macron, et d'où cette arrestation hier de Pavel Durov. Donc en quelques mots, Pavel Durov est un citoyen à la fois russe et français qui est résident de Dubaï. C'est quelqu'un qui a une carrière un peu équivalente à celle d'Elon Musk, puisqu'il a créé plusieurs réseaux, il est jeune, il a créé plusieurs sociétés qui sont d'immenses succès, avec des moyens bien moindres que ceux dont a pu disposer Elon Musk. Mais les deux se respectent, et immédiatement Elon Musk a pris soutien et fait cause pour Pavel Durov, ainsi qu'une grande partie de l'entourage de Donald Trump. On va voir comment les choses vont évoluer, on va voir comment les choses vont évoluer également avec l'arrivée de Robert Kennedy Jr. Dans la campagne de Donald Trump. Tout ça, ce sont des choses qui vont évidemment changer la donne, mais quand le candidat à la vice-présidence américaine, Valls, qui est le gouverneur américain qui a décidé de rejoindre la campagne de Kamala Harris, eh bien, quand ce dernier affirme que la liberté d'expression n'est pas quelque chose qui est garanti ou qui devrait l'être aux États-Unis, et que c'est un vrai sujet de réflexion, on se rend bien compte qu'on va droit vers 1984, l'idée d'un ministère de la vérité, de gens qui se permettront de dire à tous les autres « ceci est vrai, ceci est faux », et voilà comment vous allez pouvoir comprendre ce qui se passe. Il faut bien reconnaître que ça fonctionne, puisqu'après 10 jours de marche chaque jour et un certain nombre de rencontres, eh bien, quand on essaie, y compris avec les jeunes ou les personnes plus ou moins jeunes, de discuter de l'actualité, autant sur le Covid, les gens semblent commencer à émettre des doutes, mais c'est pas le cas de la plupart qui ne veulent pas se poser la question et qui vraiment préfèrent évacuer complètement ce sujet. Sur l'Ukraine, la propagande a parfaitement réussi. Il y a une diabolisation complète de la Russie. Et la propagande est la plus réussie en France au sujet de Gaza, où les gens se disent « Oh là là, ça c'est un sujet qui est trop compliqué, je préfère ne pas m'y intéresser, mais j'ai néanmoins une pensée pour les otages et une pensée pour les pauvres Israéliens qui finalement sont à la merci de hordes barbares. » Et comme l'actualité, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, etc., c'est effectivement de montrer crûment, tel que c'est, des assassinats dans la rue, au couteau, parfois en bande, et enfin c'est des images qui sont complètement désastreuses, et comme ces manifestations, mais on voit bien que tout ça est également l'occasion d'accentuer la censure, d'accentuer la pression sur ceux qui osent s'exprimer contre toutes ces choses-là, et ça ne va pas s'arrêter. C'est pour ça qu'il faut absolument se battre pour essayer d'éveiller le plus de conscience possible, ainsi de ce chemin de Compostelle. Maintenant, je vous remercie à tous de partager cette vidéo, je vous remercie de la liker, évidemment de l'écouter jusqu'au bout, je pense que ça va beaucoup vous intéresser. C'est un sujet qui est très vaste, celui de la censure, c'est un sujet qui est très vaste, celui du couple Macron, puisque j'évoque également assez longuement la question du genre de Brigitte Macron dans cette vidéo. J'évoque également l'arrivée de Robert Kennedy dans la campagne de Donald Trump. On n'imagine pas tout ce que ça veut dire. La famille Kennedy a toujours été une famille démocrate, c'est une famille très impliquée dans la politique depuis longtemps, qui a perdu un président, qui a perdu un candidat à la présidentielle. Donc le fait que Robert Kennedy ait choisi Donald Trump, qui est tellement diabolisé, ça devrait faire réfléchir un certain nombre de personnes qui sont parmi ses détracteurs, mais on voit que la machine médiatique réussit parfaitement à détruire tout ça. On peut imaginer que derrière, il y a beaucoup d'intelligence artificielle, il y a énormément de cabinets de conseil en stratégie, mais il y a sans doute encore plus le côté véritablement diabolique du président français, sur lequel je reviens à plusieurs reprises lors de cet entretien. Merci de partager
Et puis surtout, merci de votre soutien sur le chemin de Compostelle. C'est une aventure difficile, c'est un engagement tous les jours. Et je continuerai à vous parler, à faire des tweets régulièrement. Je vais essayer de faire en début de semaine une nouvelle lettre sur mon Substack. Je vous invite à vous abonner d'ailleurs à ce Substack sur lequel je diffuse beaucoup d'informations, à me commander du miel, à continuer à me commander. Vous avez les liens sur cette vidéo. C'est très important pour moi, c'est très important pour me soutenir dans cette démarche, mais vous pouvez également évidemment faire tout type d'autres dons. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tous à très bientôt. Merci. Médias russes qui n'ont plus le droit d'être émis en France ou en Europe. Mais ça, c'est quelque chose d'ailleurs qu'il avait déclaré à Vladimir Poutine dès qu'il avait été invité, Vladimir Poutine, à Versailles. C'est-à-dire qu'un des points clés de la présence de Vladimir Poutine à Versailles, c'était de dire « Vous êtes le président d'un pays qui ment, d'un pays qui essaie de corrompre les armes, d'un pays très négatif. Et vous comprenez, il y a ce travail permanent du président Macron contre les Russes, contre les médias russes, contre tout ce qui touche la Russie. » Et donc, évidemment, Pavel est une proie de choix. Et si vous lisez l'intitulé de son arrestation, les chefs d'accusation, c'est extrêmement grave. Pédophilie, trafic d'armes, assassinat, on ne peut pas faire pire. Et en plus, il est russe. Et donc, c'est la France qui fait ça. Il faut savoir que toute la journée, l'ambassade russe a voulu jouer son rôle consulaire puisqu'il s'agit d'un citoyen russe. Donc, il voulait pouvoir le rencontrer, savoir comment il était traité, savoir le type de pression qui était exercée sur lui. Ça n'a pas été possible. C'est-à-dire que comme il est plus ou moins accusé de terrorisme, puisque dans les chefs d'accusation, il y a du terrorisme, il peut être maintenu en garde à vue plus longtemps sans que ses avocats ou personne, il n'a pas les mêmes droits qu'un citoyen normal. Et comme en plus il est citoyen français, eh bien évidemment la France oublie qu'il est également citoyen russe et résident de Dubaï, etc. Donc c'est vraiment une affaire française. La France, dès que le vol a été annoncé en urgence, tous les documents ont été établis dans le plus grand secret pour éviter que son avion change de cap et aille par exemple très rapidement en Belgique ou en Suisse ou ailleurs, voire même retourne à Dubaï. Donc c'est un coup monté, c'est un piège. Et évidemment, il est très possible que des personnes aux États-Unis soient contentes de ça. Mais je pense qu'aux États-Unis, ça crée un tel volume, rien qu'avec la personne d'Elon Musk qui s'engage, mais Donald Trump, etc., tout le monde, que quelque part aux États-Unis, ils n'avaient pas besoin de cette mauvaise publicité à donner d'un pays qui ne respecte pas le premier amendement. Alors qu'en France, on s'en fiche. C'est-à-dire que si vous veniez en France, vous pourriez entendre les citoyens et vous leur posez des questions au sujet de la Russie, de Poutine, et vous allez comprendre que leur cerveau a été complètement lessivé par la télé et les médias. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent que ce qu'on leur répète. Et comme tous les jours, on leur répète des choses très négatives sur tout ce qui concerne la Russie, les militaires russes, les entreprises russes, le gouvernement russe, etc., comme si, vous savez, pendant la période d'inflation suite à la destruction de Nord Stream, etc., les gens expliquaient que si il fallait prendre des douches froides ou pas se chauffer en hiver, c'était à cause de la Russie. Alors que la Russie avait toujours respecté l'intégralité de ses contrats d'approvisionnement à des prix très bas. Et depuis, on a dû acheter à des prix très élevés à des pays qui profitent de cette situation
et des tensions sur le marché, alors que la Russie a toujours respecté l'intégralité de ses contrats. Donc, petit 1, je ne pense pas que les Américains soient mêlés à ça, mais c'est un énorme choc aux États-Unis, en tout cas sur le réseau qui est libre, qui est X. Pavel est quelqu'un d'extraordinairement créatif et c'est pour ça que le réseau de Telegram est celui qui a une très forte croissance et ça déplaît à l'Europe et l'Europe ne pouvait pas se permettre d'arrêter un citoyen comme Elon Musk, mais se sont dit un citoyen franco-russe, eh ben on va pouvoir faire un exemple. Parce qu'en réalité, avec Pavel, quelque part, la France fait un exemple. C'est terrifiant pour tous les chefs d'entreprise du secteur. Le patron de Rumble, qui vit une grande partie de l'année en France, a décidé de quitter définitivement la France. Parce qu'en fait, tous les chefs d'entreprise de médias se disent « La France est capable de me mettre en prison et de m'accuser sans même me donner la possibilité de me défendre avec des chefs d'accusation qui incluent pédophilie et terrorisme. » Je ne sais pas si vous imaginez. Dans la liste des accusations à l'encontre du fondateur de Telegram, il y a de telles accusations. C'est très très grave. Thank you very much for your opinion regarding this topic. Quelques jours avant l'arrestation de Pavel Durov, déjà Thierry Breton, avec la Commission européenne, avait essayé d'interférer dans le processus électoral aux États-Unis et organisé d'une certaine manière par courrier un chantage envers Elon Musk. Est-ce que cette arrestation de Pavel Durov montre que maintenant tous les chefs d'entreprise, réseaux sociaux, médias ou influenceurs qui s'expriment contre les positions officielles de l'Union européenne ont le risque d'être arrêtés et emprisonnés? Et alors, où doivent-ils s'installer pour vivre? En Russie, en Chine ou... Alors, il faut juste revenir un peu en arrière. Si vous vous rappelez la campagne électorale aux États-Unis en 2020, le président Trump avait été banni des réseaux sociaux. Il avait perdu son compte Facebook, il avait perdu son compte X, il avait perdu tous les comptes qu'il avait sur les réseaux sociaux. Depuis, grâce à Pavel Durov, et donc la croissance très forte de Telegram, grâce à TikTok et grâce à X, les choses ont été changées. Puisque les uns et les autres ont créé des outils qui refusent d'appliquer la censure qui est demandée. Et c'est vrai aussi pour Rumble. Donc, pour ce qui est des grandes possibilités de remplacer par exemple YouTube, Wikipédia, Facebook, Instagram. Donc, il y a cette possibilité. Et donc, l'Europe, qui veut contrôler le narratif, puisqu'ils veulent contrôler, comme il y a eu un vécu sur le Covid, où il y a eu un certain nombre de personnes qui ont été à l'inverse du discours officiel. Ensuite, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont le courage de dire que la Russie est victime de ce qui se passe avec l'Ukraine et le Donbass, et c'est pas l'inverse. C'est la Russie qui est agressée par l'OTAN, et ce sont les citoyens du Donbass qui étaient agressés par le régime de Kiev. C'est pas la Russie qui a fait ça. Et donc Vladimir Poutine, après avoir vu que les accords de Minsk 1 puis Minsk 2 n'avaient pas été respectés et que les bombardements augmentaient et qu'il y avait beaucoup d'armées qui avançaient vers la Crimée et le Donbass, d'armées ukrainiennes avec des équipements de l'OTAN, il a décidé de dire stop. Et il a lancé une opération spéciale qui n'est pas une guerre. Alors que l'OTAN annonce en permanence être en guerre contre la Russie, y compris la France, qui a annoncé, avec Macron, envoyer des soldats, etc., y compris proposer des armes atomiques à la Pologne, dans le cadre de l'Union européenne. Donc la France est un pays qui est devenu, sur la censure, sur la guerre, très important. Mais qu'est-ce qui se passe encore plus grave en ce moment dans le monde? C'est ce qu'un certain nombre de personnes appellent le génocide à Gaza. Et ça, c'est quelque chose que tous les médias censurent, tous, y compris X en grande partie,
y compris Telegram, etc. Mais malgré tout, dans ces médias, ça continue à passer. Et ça, le gouvernement européen et la France ne l'acceptent pas. C'est-à-dire que sur Telegram, on peut trouver toutes les informations qui concernent ce qui se passe à Gaza. On a des chaînes iraniennes, on a des chaînes palestiniennes. Toutes les informations sont libres sur Telegram. Elles sont pas mises en avant, mais elles sont libres. Sur X, elles sont libres, mais les algorithmes ne les montrent pas beaucoup. Mais ce sont les deux seuls médias avec TikTok qui le font. Et l'Union européenne et la France en particulier veulent totalement empêcher toute personne de s'exprimer sur ce qui se passe en Israël. Et donc, peut-être que vous, en Russie, vous vous en rendez pas compte, mais il y a véritablement une volonté de taire la souffrance du peuple palestinien, les bombardements, les dizaines de milliers de morts, et on ne parle en France que du 7 octobre, des otages, des victimes du 7 octobre, comme si le monde qui avait lieu depuis, il n'était pas lié à des années et des années d'exactions d'Israël sur les Palestiniens. Je suis désolé, c'est très politique, mais pour comprendre ce qui arrive à Pavel, le cœur du problème, c'est que sur sa chaîne Telegram, il ne censure rien. Moi-même, quand j'ai envie d'avoir des informations sur Gaza, je sais que je ne vais pas les trouver sur X, je vais les trouver plus fraîches sur Telegram. Parce que les chaînes Al Jazeera produisent et donnent, Presse TV, donnent l'intégralité de leur contenu sur Telegram. Et donc c'est ça que la France ne supporte pas. C'est que Telegram est devenu la source d'information qui est utilisée par tous les gens qui ensuite mettent des informations sur TikTok et sur X. C'est l'endroit où on trouve l'information la plus exacte, la plus précise et la plus fraîche parce qu'elle est diffusée par des grands médias en continu. Pourquoi? Parce qu'en fait, Telegram a été construit comme une chaîne d'information. C'est-à-dire qu'on clique sur Telegram et on est quelque part comme sur une télé où on peut voir le programme en direct, c'est-à-dire le dernier post Telegram, mais vous pouvez voir tout ce qui s'est passé au cours de la dernière heure. Et donc il y a beaucoup d'intelligence dans le système de Telegram qui fait que ça fonctionne très très bien. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, quand Thierry Breton a attaqué Elon Musk, c'était une manière pour l'Union européenne, et les congressmen aux États-Unis ne s'y sont pas trompés, de dire on va s'impliquer dans l'élection européenne. On ne veut pas, depuis l'Europe, qu'Elon Musk redevienne le président, pas Elon Musk, Donald Trump. Pourquoi? Parce que Donald Trump veut la paix et veut imposer une paix très rapide à l'Ukraine. Et donc il dit, moi, en 24 heures, ce sera la paix, Donald Trump. Et l'Europe ne veut pas de cette paix. En fait, la guerre sert l'Europe puisqu'elle peut justifier de surveiller beaucoup plus les citoyens, d'augmenter les impôts, de prendre l'argent des gens en disant on a besoin de prendre vos économies pour faire la guerre, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'aux États-Unis, il y a également des personnes qui trouvent que c'est une bonne idée que la guerre perdure parce qu'en fait, ça pourrait permettre de maintenir en place le gouvernement actuel. Et donc, c'est le pari qu'ils font. Et parce que les fabricants d'armes, les vendeurs de pétrole, tous ces gens-là aiment la guerre. Et donc, quand Trump dit « je veux pas de la guerre », évidemment, ils aiment pas Trump. Quand Trump dit « les États-Unis vont s'occuper d'eux-mêmes », les grands fonds comme BlackRock ou Vanguard, ça leur plaît pas. Puisque eux, en fait, ils veulent que les États-Unis s'occupent du monde entier. Ils veulent continuer à acheter les sociétés partout. Ils veulent que l'Europe, puis le reste du monde, soient leurs vassaux. Et donc, ce n'est pas ce que veut, évidemment, le fondateur de Telegram, Pavel Durov. Ce n'est pas ce que veut Elon Musk. Ce n'est pas ce que veut Donald Trump. Ce n'est pas ce que veut, évidemment, Vladimir Poutine. Et donc, l'Europe considère que c'est son rôle d'être le bras armé, parce que l'Europe peut le faire sans... Nous, on n'a pas, comme aux États-Unis, un premier amendement
qui dit liberté d'expression. Et les citoyens n'ont pas le droit d'avoir des armes. Donc aux États-Unis, premier amendement, liberté d'expression. Deuxième amendement, autorisation de porter des armes pour renverser un tyran qui voudrait renverser la liberté d'expression. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, si on est dans une bataille du bien contre le mal, comme le dit Vladimir Poutine, comme le dit Sergueï Lavrov, comme le dit Elon Musk, comme le dit beaucoup de monde, Vladimir Poutine qui dit on est à la veille de l'Holocauste, et on est à la veille d'une guerre mondiale atomique. Eh bien, l'Europe, les chefs d'État européens sont devenus les chefs d'État les plus dangereux au monde. Et Emmanuel Macron est le plus dangereux. C'est-à-dire qu'il faut que vous réalisiez, et c'est très important, qu'Emmanuel Macron, en réalité, il est maintenant président depuis un certain temps, mais que ce soit le président allemand, le président anglais qui n'est pas dans l'Union européenne, mais le nouveau président, la présidente italienne, les Espagnols, tout le monde, c'est des gens qui sont, entre guillemets, invisibles par rapport à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est très visible à l'échelle mondiale, avec sa cérémonie horrible des Jeux Olympiques, avec ses Jeux Olympiques, avec ses déclarations sur l'envoi de troupes, avec ses déclarations sur le nucléaire. Emmanuel Macron fait tout pour être le personnage le plus visible au monde. Biden est invisible, Kamala Harris est invisible. C'est des gens qui sont la risée. Les seuls personnages visibles face à Emmanuel Macron sont Elon Musk, Vladimir Poutine, Xi Jinping, Donald Trump et un peu, parce que c'est le président de l'Arabie Saoudite, enfin le prince héritier de l'Arabie Saoudite, Ben Salman. Mais donc on voit bien que Macron s'oppose à tous ces gens-là ou essaie de les manipuler. Alors évidemment, il y a le président brésilien ou indien, mais ils ont tellement à faire dans leur propre pays qu'ils ne s'intéressent pas trop à ce qui se passe dans le monde. Mais donc l'instrument du contrôle du narratif, ce sont les réseaux sociaux. Le seul qui était complètement libre, c'est Telegram, celui qui est libre sur la question du Proche-Orient. Et donc c'est la cible numéro 1 de l'Europe, puisqu'en fait, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la France est beaucoup plus proche et beaucoup plus liée au niveau de son gouvernement avec le gouvernement d'Israël que ne le sont les États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous pouvez vous interroger les gens, ils peuvent s'exprimer complètement librement sur ce qu'ils pensent d'Israël. En France, c'est illégal. Si vous vous exprimez sur Israël de façon controversée, de façon négative, vous pouvez être mis en prison. C'est-à-dire qu'il y a des lois en France qui interdisent de s'interroger sur l'histoire, qui interdisent de s'interroger sur ce qui se passe depuis 70 ans ou 75 ans. Il y a sans cesse des célébrations, donc il y a une pression qui est très très forte. Et Telegram est uniquement dans le viseur à cause de ça. Vous savez, en France, il y a des trafics, il y a des gens qui sont accusés, dénoncés, des hommes politiques. Mais en réalité, tout le monde s'en fout. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien qui va vite. Et là, d'un seul coup, Pavel Durov, il suffirait de le convoquer, lui dire « Monsieur, venez, on a à vous parler parce qu'il se passe des choses bizarres avec votre réseau social. » Vous croyez que c'est le bon moyen de l'arrêter comme ça? Ça prouve bien qu'ils ont des idées derrière la tête. Si vous n'avez rien à cacher, que vous êtes l'Europe, vous lui dites « Monsieur, compte tenu de la loi, attention, c'est très grave ce qui est en train de se passer. » Mais là, ils lui mettent les menottes aux mains. Vous imaginez le message qui est passé au monde? Et ou même à quelqu'un comme moi ou d'autres personnes qui s'expriment librement. C'est-à-dire, moi, je vais avoir ma famille ou mes proches qui vont dire « Mais Bertrand, t'es complètement fou, t'as vu ce qui arrive à cette personne? Arrête de parler, le monde est devenu trop dangereux. On est dans Big Brother, on est dans 1984. La liberté d'expression est en train d'être assassinée. » Et c'est pour ça que quand vous m'avez demandé si je voulais parler, je vous ai répondu immédiatement oui. Parce qu'on doit se battre, on doit essayer d'expliquer que tout est lié. Mais au cœur, le cœur du problème, c'est pas le Covid, c'est pas l'inflation, c'est pas le climat, c'est pas l'Ukraine. Le cœur du problème,
c'est cet assassinat de l'humanité qui a lieu en ce moment à Gaza. Et c'est pour ça que moi je marche. C'est ce que je vous expliquais en introduction. Là, je suis parti depuis le 15 août pour faire un pèlerinage avec quelques personnes et on marche vers Compostelle et on essaie de se dépasser, on essaie d'aller au bout de nos possibilités. On marche, c'est dur, il fait chaud, on a parfois des sacs qui sont lourds, on dort pas toujours dans des bonnes conditions, mais au moins ça nous fait prendre conscience de plein de choses et on fait passer un message. Mais aujourd'hui, c'est ça l'important. C'est pas d'être comme des enfants gâtés, dire bah non. Il faut réaliser qu'en ce moment, il y a un endroit qui est un ghetto qui s'appelle Gaza, qui est privé d'eau, qui est privé de médicaments, qui est privé d'hôpitaux, qui est privé d'électricité, qui est privé de soins standards, dans lequel tous les jours il y a des enfants qui meurent, il y a des journalistes, il y a beaucoup de journalistes russes qui ont été tués d'ailleurs à Gaza, et tout le monde s'en fiche parce que les grands médias n'en parlent pas, et qu'on veut interdire à des médias comme Telegram de continuer à envoyer vers l'Europe ces informations. Et je peux vous dire que le cœur de l'arrestation de Pavel Durov, c'est que sur sa chaîne, il y a des médias iraniens, il y a des médias palestiniens, il y a des médias syriens, il y a des médias, le Hezbollah même peut s'exprimer, etc. Et c'est ça qu'on lui reproche. Alors que ces médias ne disent rien d'illégal. Il faut savoir que dans ces médias, il n'y a rien d'illégal. Mais comme il y a plus de 500 millions d'utilisateurs de Telegram et que ça grandit très vite, l'Europe veut briser cette dynamique avant que les gens prennent conscience de ce qui se passe. Merci beaucoup pour la manière avec laquelle vous avez répondu à toutes mes questions. C'était absolument brillant et je tiens à vous remercier et à vous dire à quel point c'est passionnant pour les auditeurs russes de vous entendre. Donc un grand merci. Et question suivante. Mais je veux juste revenir sur une chose, un petit détail. Quand vous m'avez posé la question, vous m'avez dit Elon Musk a reçu une lettre de Thierry Breton. Il faut savoir deux choses très importantes. La première chose, c'est que Thierry Breton, l'Union européenne s'est désolidarisée. C'est-à-dire que par la suite, il y a eu un message de l'Union européenne disant non, on n'est pas d'accord avec cette lettre. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, le Congrès américain et l'ambassade américaine avaient immédiatement contacté en disant c'est n'importe quoi ce que vous faites, vous allez nous démasquer. Il faut bien comprendre que cette lettre de Thierry Breton montre le côté nocif et diabolique, j'utilise bien le mot diabolique, de l'Union européenne vis-à-vis de ses citoyens, mais vis-à-vis du monde entier. C'est-à-dire que l'Union européenne est devenue une arme de destruction. Destruction de l'Ukraine, parce que l'Ukraine va être détruite. Mais s'il y a une offensive vers Kursk, etc., tout ce qui se passe, c'est beaucoup avec des armes américaines et des armes de l'Union européenne. Et de toute façon, c'est l'Union européenne qui accepte de souffrir. Vous imaginez que l'Allemagne a accepté sans broncher la destruction par les Américains de Nord Stream 1 et 2. Vous imaginez que les journalistes osent raconter que ces gazoducs géants à 80 mètres de profondeur avec cette épaisseur d'acier plus cette épaisseur de béton a été tué par 3 personnes qui étaient sur un petit bateau de plaisance. Non mais quel niveau de débilité doit avoir la presse pour dire des conneries aussi grosses? Et donc c'est pour ça que c'est intéressant les réseaux comme Telegram, les réseaux comme X, c'est que ce sont des endroits dans lesquels on peut produire des longs textes, on peut produire des vidéos et s'exprimer sur le sujet. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Mais le plus important, c'est que le Congrès américain n'a pas accepté cette attitude de l'Europe. Est-ce que c'est une manière de dire « vous êtes allé trop loin, vous montrez à quel point on est négatif vis-à-vis de la liberté d'expression » Peu importe. Ce qu'on voit, c'est que l'Europe dépasse toutes les limites. Pour l'instant, les Américains non. Et espérons que
que la paix va vite revenir, parce qu'avec des chefs d'État comme Emmanuel Macron, on s'avance tous les jours plus vers une catastrophe. C'est quelqu'un d'extrêmement dangereux. Thank you very much for this additional information, your additional thoughts. It also was very interesting. Et j'ai une dernière chose que j'aimerais bien dire. C'est que il y a un énorme scandale, je ne sais pas si c'est venu jusqu'à la Russie, mais sur le genre de Madame Macron. Il y a eu une photo qui est sortie où elle avait plus de sang et elle avait un zizi entre les jambes. Mais c'est une photo officielle qui est parue dans le magazine Elle. C'est quelque chose qui est très gros sur Telegram, en France, sur X, c'est-à-dire qu'elle est devenue le centre. Et ce que j'essaie de dire, c'est que aujourd'hui, 2 ans après, ils n'ont toujours pas produit de photos d'elle quand elle était enfant. Ils n'ont toujours pas produit de preuves et les Français se demandent de plus en plus nombreux, est-ce que la femme du président français Emmanuel Macron est un homme? On sait déjà qu'elle a au moins 20 ans de plus et qu'ils se sont rencontrés quand il avait 14 ans, donc c'est déjà quelque chose de grave. Mais là, aujourd'hui, il y a tellement d'éléments de preuve qu'on se dit le mensonge est très grand. Et c'est pour ça qu'ils veulent contrôler tous les médias. Ils veulent empêcher sur tous les médias la possibilité de personnes de partager leurs questions et leurs enquêtes. Puisque sur tous les grands médias, les gens répètent en permanence, ces gens-là sont des complotistes, ne les écoutez pas. Mais si quelqu'un m'écoute, si quelqu'un discute avec moi ou quelqu'un qui a étudié ce dossier, après quelques minutes, il va comprendre que c'est impossible. Comment quelqu'un qui est maîtresse d'école, sans avoir d'incendie de sa maison, a pu perdre l'ensemble des photos de ses enfants quand elle était enceinte, quand elle les amenait à l'école, quand elle les amenait en landau, quand elle partait en vacances avec eux. Elle n'a aucune photo. Elle n'a pas de photo de son mari avec elle, alors qu'elle a eu 3 enfants avec lui. Vous comprenez? Tout ça, ça n'a aucun sens. C'est très grave. Yes, thank you again for this additional information. I really really knew something new and interesting. We have just 4 minutes of our Zoom session left, and so again, Bertrand, thank you very much for responding on my message and for your time. Really, so many interesting things you told me. I think that this interview will be published within a week, something like that. You can send me link if I can see when you publish. Please send me link. Okay. And sure. And by the way, if one day some your I don't know, friend, colleague, etc. One day he or she says, "Oh, Bertrand, I want also to speak about some sensitive topics." I will gladly also speak with them, because every person who is ready to speak on some alternative comparing to mainstream media opinion is really precious, and you perfectly answered all the questions. I really glad that I found you. Okay, we can speak again. Don't hesitate to contact me, and I will think about people who can be interested to do
interview with you. Okay. So, again, thank you very much. Merci beaucoup. And have a nice trip in Spain. Yes. Yes. Have a nice Compostelle. Spain. Okay. And au revoir, Bertrand. Au revoir.